Ça, ce serait cool. Et puis, vous pouvez m'envoyer le lien. Je pense que François-Xavier va prendre la main. François-Xavier. Je vais juste partager mon écran. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que tout est bien? Alors, il suffit simplement de le mettre en plein écran et ça sera parfait. OK. Est-ce que c'est bon maintenant, Julien? Alors, c'est en cours d'affichage de mon côté. Pas pour le moment. Ça marche toujours. Autant on l'a fait fonctionner tout à l'heure. C'est les aléas du direct. Mais ça a fonctionné il y a 5 minutes surtout. Voilà, parfait. Super. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Arnaud, je confirme, on m'entend bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Carole, Julien, Arnaud, d'être présents, d'avoir bien voulu organiser cette conférence sur les Émirats arabes unis. Je me présente juste en 2-3 mots. Je m'appelle François-Xavier, je suis belge, vous l'avez déjà certainement entendu, vous l'entendrez peut-être plus tard avec l'accent. Je suis directeur d'une société qui s'appelle LD Export. On est spécialisé dans l'aide de sociétés belges, luxembourgeoises, françaises, hollandaises, entre autres, à développer leur réseau d'affaires sur les pays du Golfe Persique. Donc, 15 ans d'expérience. On travaille sur l'ensemble des pays du Golfe, comme je vous expliquais. Donc, c'est les 6 pays qui sont les Émirats arabes unis, dont on va beaucoup discuter aujourd'hui, avec évidemment Dubaï et Abu Dhabi, qui sont 2 des Émirats, les villes les plus importantes. Vous avez le Qatar, l'Arabie saoudite. J'aimerais en toucher un mot parce que c'est un marché extrêmement important, avec un gros potentiel pour le futur. Le Bahreïn, où j'habite et je réside. Je suis actuellement au Bahreïn en train de vous donner la conférence. Le Sultanat d'Oman et le Koweït. L'essentiel de l'effectif LD Export se trouve au Bahreïn. Il nous reste quelques personnes qui travaillent depuis le Luxembourg. On a un bureau à Paris, LD Export Paris, avec Arnaud, qui fera une petite introduction un peu plus tard, à Amsterdam, à Montréal et à Saint-Pétersbourg, où on aide aussi des sociétés de ces pays à se développer sur les pays du Golfe. Voilà, je vais laisser la place à Arnaud maintenant juste pour ce slide. Alors, moi, je suis Arnaud Popli, je suis directeur Paris-Île-de-France d'LD Export, donc en charge du bureau de Paris. Préalablement à ça, en parallèle de ça, j'ai une activité de consultant indépendant dans le cadre de ma société qui s'appelle Keytree Consulting Services, à travers laquelle j'aide également des entreprises à structurer leur supply chain export. Et préalablement à cette activité, j'étais directeur général d'une société qui s'appelle Classic Fine Foods Rungis. Donc, certains d'entre vous ont travaillé ou travaillent avec Classic Fine Foods, par le groupe Classic Fine Foods qui fait lui-même partie du groupe Métro, donc par l'intermédiaire de Classic Fine Foods Rungis. Donc, on se connaît probablement déjà. Donc, pour en revenir à la présentation, en France, donc LD Export a obtenu l'agrément en tant qu'opérateur pour le plan de relance export / chèque de relance export, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, je pense que c'est un dispositif que vous connaissez, mais si ce n'est pas le cas, c'est vraiment intéressant de s'y pencher. Ce qui signifie que les prestations que nous dispensons, qui sont classifiées telles qu'elles apparaissent dans le plan de relance export comme service de préparation à l'export ou service de prospection à l'export vers donc un des marchés cibles, et en l'occurrence les Émirats ou un des pays du Conseil de coopération du Golfe, le GCC. Donc, ces prestations sont éligibles au chèque de relance export qui peut être attribué à un de nos clients à hauteur de 2 000 €, reproductible une fois. Donc, les modalités sont assez complexes, donc je vous laisse les consulter vous-même. Ou si vous avez des questions, vous pouvez me poser la question là-dessus. Parallèlement, nous demandons alors un agrément pour devenir prestataire pour un autre dispositif qui, lui, est piloté par la Banque publique d'investissement, donc BPI France, et qui s'appelle l'APA, l'assurance
prestation accompagnement. Donc, c'est assez différent. Donc, c'est un dispositif assurantiel, mais qui peut aussi vraiment être intéressant pour vous. Donc, je vous invite aussi à le consulter. À toi, François-Xavier. Merci beaucoup. Revenir. Donc, on est parti maintenant pour la présentation sur le Golfe. Donc, le GCC, comme on vient de mentionner, c'est la coopération des pays du Golfe Persique et plus particulièrement, on va discuter aujourd'hui des Émirats Arabes Unis. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'association des 6 pays que je viens de nommer. Et pour vous détailler un petit peu ce qu'il en ressort, l'Arabie Saoudite, vous avez 3 villes principales qui sont Riyad, la capitale, Jeddah, la ville économique, et la Mecque, que tout le monde connaît. On en reviendra après, mais sincèrement, l'Arabie Saoudite, c'est un marché qui n'est pas du tout sexy, mais qui est extrêmement porteur en termes de chiffre d'affaires et de développement. Vous avez le Koweït, c'est un tout petit pays ici de 4,4 millions d'habitants, mais également très restrictif sur certains points, mais qui offre un potentiel de volume non négligeable. C'est souvent un pays que l'on oublie quand on essaie de développer son business sur le Golfe. Le Bahreïn, c'est vraiment un tout petit pays, une place financière. Pourquoi est-ce que je suis venu m'installer au Bahreïn? Parce que depuis le Bahreïn, je peux aller en Arabie Saoudite en voiture. Ça me prend 30-35 minutes. Et donc, ici, c'est un pays beaucoup plus ouvert que l'Arabie Saoudite et je souhaitais que ma famille soit dans un pays un peu plus proche de ce qu'on a connu en Belgique, même si c'est assez différent. Le sultanat d'Oman, la paix, l'écologie, la joie de vivre, le bonheur. Il n'y a pas beaucoup d'affaires sur ce marché à réaliser. Maintenant, vous avez déjà certainement entendu, ils sont en train de développer énormément le tourisme et je pense que d'ici 10 ans, c'est vraiment un endroit que la plupart d'entre vous visiteront avec les tours opérateurs qui feront des promotions assez intéressantes. Les Émirats Arabes Unis, c'est New York. Je donne beaucoup de conférences. Dernièrement, on m'a dit, c'est pas vraiment New York, mais c'est plutôt Las Vegas. Vous mettez ça comme vous voulez. C'est vraiment la démesure. Ici, dans ce slide, je vais essayer de ne pas trop vous parler de montants, de milliards, de constructions gigantesques, parce que je pense que ça fait tourner la tête. C'est pas vraiment voilà, les montants qui sont investis pour développer la zone, et notamment Dubaï, c'est juste pharaonique. Les Émirats Arabes Unis, il y a 7 Émirats. Donc, le premier, Abu Dhabi, qui est la capitale, et Dubaï, qui est évidemment la plaque tournante économique. Qatar, beaucoup de liens avec vous, la France, évidemment, ces dernières années. C'est vraiment un endroit qui est intéressant, avec la Coupe du Monde qui arrive l'année prochaine, énormément de développement là-bas aussi. Mais c'est quoi encore cette coopération? En fait, évidemment, vous savez qu'il y a une réserve de pétrole et de gaz. Voilà, ça fait partie des plus grandes réserves mondiales. Les pays à la une, le Qatar, on entend souvent dans les médias en Europe, les Émirats Arabes Unis avec Dubaï et l'Arabie Saoudite, on entend de plus en plus. Alors, il y a beaucoup de controverses politiques. Là, je vais essayer de laisser ça sur le côté. Je vais juste vous parler du développement économique. La religion, c'est vraiment l'islam ici. La langue officielle, ça reste l'arabe, on en parlera après, mais l'anglais est vraiment pratiqué pratiquement partout, je vais dire. Les week-ends, le vendredi et le samedi, donc vous aurez noté, j'espère que je suis en train de donner une conférence alors que je devrais être avec ma famille. Donc le vendredi et le samedi, c'est le week-end. Et ça, c'est très important parce que le jeudi après-midi se prépare pour le week-end. En France ou en Europe, on revient au bureau le lundi matin, on a les emails à faire, donc on a d'autres choses qu'être en contact directement avec eux, ce qui fait qu'il ne reste que 4 jours en fait pour pouvoir faire des affaires et développer le réseau ici. Et je vous expliquerai après les us et coutumes et la façon de développer les affaires, c'est assez, ça prend beaucoup de temps. Il n'y a pas de problème sanitaire pour celui qui voulait. Évidemment, il y a la pandémie actuelle, mais ils sont en train de gérer ça, je trouve, de main de maître ici. Certainement les Dubaï vous avez tous entendu parler de l'Expo universelle qui va avoir lieu, qui devait avoir lieu l'année passée, qui va commencer au mois d'octobre cette année. Ils attendaient des millions de visiteurs et ils ont vraiment envie de tout faire pour que les gens soient rassurés pour pouvoir rentrer dans le pays et dans l'endroit où il va y avoir les pavillons de l'Expo universelle. On s'attend tous ici qu'à partir de juin, il commence déjà à avoir beaucoup d'informations en disant Dubaï et les Émirats sont un pays free of COVID, vous pouvez venir, on a telle immunité. Je pense que c'est ça qu'ils sont en train de mettre en place. Avec de la vaccination, pour ceux qui ont été dernièrement à Gulf Food, vous aurez, je pense, été étonnés comme moi de voir qu'il y avait possibilité de se faire vacciner en rentrant dans l'Exhibition Center.
Donc voilà, ils offrent vraiment cette vaccination à tout le monde. Les idées reçues, et ça, je ne suis pas musulman, je ne suis pas arabe, mais à travers la découverte des différents slides, je voudrais vraiment mettre ça en avant, parce que nous avons des idées reçues qui sont très certainement fausses. Oui, la femme a des droits, travaille, a des possibilités d'être indépendante. Je sais que l'Arabie Saoudite est un marché avec un gros point d'interrogation derrière, mais 35% des sociétés les plus importantes, les sociétés les plus importantes ont 35% de femmes dans leur board, dans le conseil d'administration. Ça, il faut le savoir, on n'en parle pas trop. Il y a de l'alcool. Pour celui qui a été à Dubaï, au Qatar, vous avez de l'alcool. Si les hôtels, évidemment, et les restaurants ont la licence. En Arabie Saoudite, au Koweït, vous ne le trouverez pas. Je sais que je pense qu'il y a quelques participants aujourd'hui au webinaire qui sont dans ce secteur d'activité. On pourra discuter un peu plus tard après parce que chaque pays a différents endroits où vous pouvez acheter de l'alcool et c'est un marché très, très lucratif ici. Oui, il y a des discothèques et oui, on est libre et en sécurité. Il ne faut pas avoir peur. Les gens sont extrêmement accueillants. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. La population est extrêmement intéressée par les différentes cultures, par vos avoirs, entendre, comprendre qui vous êtes, d'où vous venez. Donc, il n'y a pas du tout d'insécurité ici. Les Émirats Arabes Unis, juste pour vous donner une idée, c'est un peu moins de 10 millions de personnes, c'est grandissant évidemment. Vous entendrez souvent parler du monsieur ici en photo, qui est le président Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Et la monnaie, c'est le dirham, donc c'est plus ou moins un quart d'euro, mais par contre, c'est plus ou moins 4 euros, pardon. 1 euro est égal à 4 dirhams. Par contre, la plupart, leur monnaie se fond avec le dollar. Donc, vous parlerez souvent en dollars plutôt qu'en euros ici. On voulait absolument vous présenter les visions long terme. En fait, les Émirats Arabes Unis ont une vision depuis 2010 qui était la vision 2021, ils voulaient mettre en place certaines priorités pour eux qui sont les soins de santé. Juste pour l'idée, dans l'ensemble des pays du Golfe Persique, les 6 pays, il y a 225 hôpitaux en phase de construction. Pour un client, on construit un hôpital qui représente 65 terrains de football, la superficie avec un métro autour. C'est juste impressionnant. Et un système éducatif, ils veulent vraiment que les enfants restent ici à l'université plus tard. Pour le moment, ils envoient leurs jeunes aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Hollande, pour pouvoir faire des études, mais ils veulent vraiment essayer de ramener ça chez eux. Et l'économie du savoir, une sécurité, on en a discuté, un environnement, une infrastructure durable. Je veux absolument en parler parce que souvent on dit les pays du Golfe, oui, mais vous n'avez pas, ils ne respectent pas la nature. Mais vous verrez si vous creusez un peu, qu'il y a énormément de projets qui vont vraiment vers les énergies durables. Il y a une cohésion de la société et une identité préservée. Ils sont extrêmement fiers de leur pays, de ce que le gouvernement fait pour eux, tous. Maintenant, ils ont développé la vision 2071. Donc, c'est loin, mais ils veulent que les 5 prochaines décennies, il y a un plan très clair de où ils sont maintenant et où ils veulent aller. Je ne veux pas aller en détail, mais ça veut vraiment dire que c'est un marché de futur. Et l'ensemble des pays du Golfe a une vision. La vision Arabie Saoudite 2030, je pense que le Koweït c'est 2040, je ne sais plus exactement, mais ils ont tous une vision très long terme. C'est une zone qui veut se développer, grandir. Il y a des constructions, des hôtels partout qui voient le jour. Il y a des zones commerciales, des bâtiments, tout ce que vous voulez pour attirer de plus en plus de gens qui vont venir vivre ici. Ça, je pense que vous le voyez quand vous visitez ou dans vos médias. L'Arabie Saoudite, la vision 2030, c'est 35 millions, un peu moins de 35 millions de personnes. Je sais que l'ensemble des pays du Golfe ne représente que 50-55 millions d'habitants. Ce n'est pas énorme si vous avez eu un webinaire la semaine passée sur l'Inde ou la Russie ou le Brésil. Là, vous vous rendez compte que notre marché est beaucoup plus petit. Mais par contre, 80% des produits sont importés. Donc, ils ne produisent pas ou très peu. Ça commence à changer, mais ils sont toujours dans une phase de on achète à l'international. Donc, vous avez, évidemment, vous connaissez tous King Salman et son fils MBS, qui va reprendre, lui, certainement, le trône incessamment sous peu.
La monnaie, c'est plus ou moins la même que la monnaie des dirhams aux Émirats arabes unis. Et la vision 2030, c'est vraiment, on a le pétrole, maintenant, on ne l'aura plus tard, il faut qu'on diversifie notre économie. Toutes les semaines dans les médias ici, vous voyez des nouveaux plans qui sont mis en place par l'Arabie saoudite pour faciliter les investissements étrangers. Vous n'avez plus besoin maintenant, si vous avez une société de trading, d'avoir un partenaire en Arabie saoudite, et il commence vraiment à s'ouvrir, ce que Dubaï a fait il y a 15 ans. La population des pays du Golfe, donc je parle ici de la population, les habitants, vraiment les locaux. Vous voyez qu'il y a une très grande majorité de musulmans, évidemment, ici, mais vous avez aussi, pour ceux qui sont intéressés, des églises, ici au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, où vous pouvez aller pour votre culte. L'importation des produits alimentaires dans les Émirats arabes unis. Vous allez voir qu'on est proche de 7 milliards de dollars en 2018, mais ça ne fait qu'augmenter avec tous les projets qui arrivent. Ils produisent un tout petit peu ici. Il y a de l'eau, il y a un peu de jus, il y a des biscuits, de la confiserie, mais la plupart de la grosse production agroalimentaire vient de l'Europe, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, des États-Unis. Ils sont très friands de ce genre de produits. Et donc, évidemment, les ports ici sont chargés de conteneurs qui viennent de tous ces pays. On voulait faire un slide apparemment sur les produits cosmétiques qui sont aussi, vous imaginez, vous connaissez, vous avez ces idées en tête que les femmes sont très fort tournées vers la cosmétique, les hommes également aussi. Par contre, c'est extrêmement concurrentiel comme marché, donc il faut vraiment avoir un bon produit, un bon prix et un très bon packaging, marketing. Maintenant, laissez-moi vous présenter, sur base de nos 15 années d'expérience, ce qu'on pense être des astuces ou des tips, comme on dit en anglais, clés pour pouvoir faire des affaires lorsque vous venez ici. C'est totalement différent que depuis la France, aller vendre en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas. Donc, il y a une culture, il y a une méthodologie, il y a un savoir-faire qui est complètement différent. Et soit vous comprenez, soit ça va être extrêmement difficile de faire des affaires. Et nous pensons qu'avec ces 8 points et astuces, il y a possibilité réellement de pouvoir faciliter votre développement sur la zone. Premièrement, il faut que vous proposiez un package complet. Donc, pour être très clair, vous avez un produit, vous le vendez à un certain prix la tonne. Il ne faut pas leur demander de s'occuper du transport. C'est vous qui devez vous occuper de ça. S'ils ont besoin d'avoir une formation sur votre produit ou s'ils ont besoin d'avoir un suivi, vous devez absolument leur prévoir cela. C'est-à-dire que lorsque vous avez un rendez-vous avec un local, il faut vraiment lui dire « tu vas acheter mon produit, mon conteneur, mais je veux travailler avec toi sur du long terme ». Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je souhaite mettre en place une formation. Je veux venir ici. Je veux travailler avec tes vendeurs, aller voir tes key accounts, les plus gros clients que tu as, te montrer comment je mets en avant mon produit. Parce que beaucoup de sociétés viennent, disent « achète-moi un conteneur », rentrent chez eux, sont très contents d'avoir fait un conteneur, mais c'est très difficile par après de pouvoir continuer le développement. Donc, il faut vraiment que vous consacriez du temps sur ce marché. Encore une fois, 15 ans qu'on fait ça, des fois, pour des clients, ça nous prend entre 2 et 3 ans. Mais une fois que le business est là, avant qu'un concurrent vienne vous remplacer, il devra passer par toutes les étapes que je vais vous expliquer ici. Et donc, normalement, ça devrait lui prendre beaucoup de temps et vous avez énormément de chances que sur les 2-3 ans de développement dont il aura besoin, il y aura fort à parier qu'il arrêtera un peu plus tôt. Donc, une assistance complète, une structure organisation d'export. Ne te tracasse pas, j'ai quelqu'un chez moi qui évidemment parle anglais et capable de t'aider quand tu le souhaites. C'est très important de lui dire, tu prends mon produit, mais ce n'est pas tu prends, tu stockes, tu distribues. C'est tu prends, on en discute, on a une stratégie. Je vous prends un exemple que nous, on a fait pour un client. C'est très basique et c'est très simple, mais on a réalisé des t-shirts. On fait des t-shirts avec le nom de notre distributeur, on en parlera après, du partenaire pour notre client, le logo de la marque, et on l'a distribué aux vendeurs, aux livreurs. Les livreurs eux-mêmes, c'est incroyable, l'ont donné à leurs clients et vous créez une fidélité qui peut être chez nous en Europe.
est peut-être un peu démodé, on ne le fait plus, mais ici, ils en sont toujours à ça. On en reviendra après. Je voudrais aussi en profiter pour vous expliquer, à force d'avoir rencontré des locaux ici, j'ai souvent eu l'explication de comment faire un rendez-vous clé. Donc, chez nous, en Europe, on a, je prends le cas, on va dire les Allemands, les Hollandais, et on va arriver et on va dire, OK, j'ai 7 rendez-vous à faire sur ma journée, ou 6 ou 8 rendez-vous à faire sur ma journée. Je m'assieds, je présente mon produit, peut-être j'ai le temps de prendre un café, et puis je donne mon prix, je pars, je rentre chez moi le soir, je fais mon rapport et l'offre. C'est complètement différent. Ici, vous avez, prenons un rendez-vous d'1h30. Vous arrivez et la première demi-heure, les premières 45 minutes vont être qui es-tu, quand es-tu arrivé, que penses-tu de ma ville, de mon pays, est-ce que tu connaissais avant? Ils doivent vous sentir, on aura un slide là-dessus, ils doivent comprendre qui vous êtes, c'est extrêmement important. Et puis vous avez, comme ils expliquent, un quart d'heure, 20 minutes pour throw your speech. Donc explique ce qu'est ton produit, les avantages concurrentiels que tu as par rapport aux autres. Et puis, c'est très simple. Un bon rendez-vous, vous n'allez pas normalement commencer à discuter prix, ristourne. Vous allez rentrer dans une phase de close-out. Et dans bien des cas, si le rendez-vous s'est bien passé, ce que j'espère pour vous, vous allez avoir le partenaire qui va vous dire je vous reconduis à votre hôtel, on va manger ce soir tous les deux. Et donc, vous avez une discussion après avoir présenté votre produit. Et c'est comme ça qu'eux le souhaitent. Donc, il ne faut pas, ça arrive pour certains et c'est très bien, mais il ne faut pas espérer, après un rendez-vous, avoir une finalisation d'un partenariat. De son côté, le distributeur, lui, apportera le cash, évidemment, il va vous acheter le produit, l'espace, s'il a besoin de le stocker, des idées, c'est très important de les faire participer parce qu'eux connaissent leur marché et vous connaissez le vôtre et votre produit, mais vous ne connaissez pas les spécificités du marché. Peut-être qu'il y aura des détails importants à comprendre. Et il vous donnera évidemment l'énergie commerciale. Et nous pensons qu'en mettant cela sur place, très simplement en préparant votre voyage, vous allez augmenter par 2 ou 3 fois vos chances de succès rapide avec le partenaire. Deuxième astuce, extrêmement important, vous devez gagner la confiance de ces gens. Ce n'est pas, on ne réfléchit pas business. On réfléchit d'abord et avant tout, qui es-tu, avec qui est-ce que je vais m'associer? Il faut avoir quelques mots d'arabe. Donc, vraiment, très clairement, salam alaikum, shukran, inshallah, on en reparlera après, qui est très, très utilisé. Vraiment des mots très simples. Lorsque nous, on a nos clients qui voyagent, on leur présente ce qu'on appelle le LD Export Guide, qui est un guide, en fait, de où aller, que faire, quels sont les chauffeurs intéressants, mais aussi comment se comporter, comment se présenter. Et on donne quelques mots. Les utiliser lors de votre premier rendez-vous, c'est directement créer un lien avec eux. Si vous arrivez, ils vont voir, ils vont savoir que vous n'êtes pas du marché. Vous arrivez avec un bon salam alaikum, je peux vous garantir que ça va faire une grosse différence. L'histoire du pays. Donc, très bien, connaître un peu leur pays, par exemple la famille Saoud, du nom Arabie Saoudite, comment est-ce qu'elle s'est créée, c'est une histoire que je trouve très intéressante et qui leur plaît si vous en parlez avec eux. Alors, visite régulière. Je demande à Carole, si je ne l'ai pas dit au moins 5 fois, de me donner un carton rouge à la fin de cette conférence parce que c'est crucial. Si vous ne visitez pas régulièrement votre partenaire, votre marché est fini. Vous devez prévoir des voyages. Alors, de vous à moi, aller à Dubaï une semaine pour voir son partenaire, il y a quand même pire comme endroit de visite. Surtout maintenant, ils font des prix apparemment défiant toute concurrence depuis Paris, donc c'est très intéressant. Croire en Dieu. Nous sommes, on va dire, de religion catholique. Et donc, notre Dieu, Jésus, eux, ils ont Allah et Mohamed. Okay? Allah égale notre Dieu. C'est juste un nom différent. Ici, tout est tourné religion. Et je vous l'expliquerai après, il y a la religion et une présence importante. Ça nous a permis, à mon épouse et à moi je voyageais beaucoup, elle avait des idées beaucoup préreçues par rapport à ce qu'elle entendait en Europe, d'avoir une approche et une compréhension complètement différente. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas le représentant musulman en Europe, mais je peux vous garantir que
l'islam qu'ils vous vendent ici est très intéressant à comprendre. Mais s'il vous plaît, évitez les discussions du style « Oh, nous, tu sais, en France, on ne va plus à l'église, ça ne sert plus à rien, on n'y croit plus, on est passé à autre chose. » Parce que c'est les blesser que de dire ça, réellement. La ponctualité, alors, eux ne le seront pas, on en discutera après, mais par contre, lorsque vous allez prévoir un voyage, allez les rencontrer, ils vont certainement prévenir 3, 4, 5, 6 personnes de leur société pour être présents à 11 heures le lundi pour pouvoir vous accueillir. Si vous arrivez à 12h30, ça veut dire qu'il y a 6 personnes qui vous attendaient et qui ont perdu leur temps. Donc évidemment, le rendez-vous démarre très très mal, mais ne soyez pas surpris d'avoir énormément de monde autour de la table pour écouter. C'est une façon à eux de vous respecter, d'inviter le plus de gens possible à vous écouter. Faire mention des titres, c'est très très important. Moi, quand j'ai commencé, j'estime être toujours jeune, mais quand j'ai commencé, j'étais beaucoup plus jeune, et si je mettais sur ma carte de visite CEO, quand je présentais ça en Belgique ou en France ou au Luxembourg, je sentais que ça avait une connotation un peu mais pour qui se prend-il? Fais d'abord tes armes. Si vous déplacez là-bas, vous êtes CEO, vous allez vous asseoir avec le CEO de la société que vous avez rencontrée. Si vous êtes sales manager, vous allez rencontrer le sales manager. C'est à équivalence. Comprendre l'islam authentique. J'en ai parlé, la propagande médiatique qui est le slide, qui est le pictogramme d'après. La propagande médiatique chez nous, s'il vous plaît, laissez-la de côté, venez ici, discutez avec eux, comprenez, ils vous parleront de leur religion. Donc, il faut vraiment que vous soyez conscient de cela. Être célibataire ou marié. Je ne suis toujours pas marié, ça fait 11 ans que je suis avec ma compagne, on a 2 enfants. La population musulmane est extrêmement jeune. Donc 65% de la population globale des pays du Golfe a moins de 35 ans. Donc, beaucoup ont étudié à l'étranger et sont au courant de nos us et coutumes et de nos mœurs. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si vous rencontrez des gens d'un certain âge, d'une certaine génération, c'est bien de leur dire qu'on est marié. Moi, pour vous donner mon exemple, j'ai rencontré ma compagne, on a eu un enfant, on a acheté une maison, on a fait un 2e enfant. On n'est toujours pas mariés. C'est complètement l'inverse. Eux, ils se marient, encore avec des mariages souvent arrangés, ils se marient, ils achètent une maison, ils ont un enfant. Donc c'est vraiment un système tout à fait différent. Et le dernier ne pas insister pour payer. Je pense que voilà, c'est pas pour déplaire, mais attention, quand ils viendront vous rendre visite chez vous, et Paris n'est pas peu cher, ce sera à vous également de prendre cela à votre charge. Les caractéristiques du business local. 2e fois, bénéficier d'une présence locale. Vous devez voyager. Vous devez voyager. Ça ne sert à rien de croire qu'on va faire des affaires par email ou en téléphonant une fois tous les 2 mois. C'est la culture du non-travail. Je suis certain qu'il y en a qui l'ont lu. Vous avez levé les yeux au ciel, mais ça reste une culture. Ils font travailler des gens. Donc, vous avez beaucoup de personnes qui sont de tous les horizons. Je pense qu'aux Émirats arabes unis, il doit y avoir plus de 205 nationalités différentes qui sont présentes. Et donc, beaucoup travaillent pour les Émiratis, qui ne sont que 9 ou 10% de la population. Donc, eux ne travaillent pas beaucoup, mais font travailler des Jordaniens, des Syriens, des Libanais pour les travaux de bureau. Donc, c'est souvent à ces gens-là que vous aurez affaire également pour le suivi. Je voulais juste préciser que maintenant, l'Arabie saoudite a vraiment changé sa façon de voir les choses. Et après 1 an où il a été impossible pour nous de voyager en Arabie saoudite, je suis retourné plusieurs fois depuis 2 mois et on voit vraiment des jeunes qui travaillent maintenant dans les restaurants, dans des bars, dans des endroits comme des musées. Donc, il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer. La fierté des interlocuteurs. Malheureusement, souvent, le propriétaire, qui est dans plusieurs secteurs d'activité, agroalimentaire, cosmétique, construction, ne peut pas avoir une connaissance détaillée sur tout. C'est pour ça qu'il s'entoure de personnes à valeur ajoutée, de personnes qui vont pouvoir les conseiller. Néanmoins, quand vous allez visiter cette société, c'est avec lui que vous allez parler. Et vous pourriez vous rendre compte
qu'il y a parfois des anomalies dans la façon d'expliquer le marché, d'expliquer votre produit. Et vous allez peut-être vous dire, je crois qu'il ne connaît pas bien le secteur, ne connaît pas bien. Ça peut arriver, certes, mais il ne sert à rien de dire, attends, moi je vais t'expliquer comment ça fonctionne, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Parce que l'ego est extrêmement développé, vous risquez de les blesser et vous risquez de vous fermer une porte qui aurait pu être intéressante pour vous. Donc, les gens autour de cette personne sont les gens avec qui vous allez traiter et eux sont qualifiés pour faire le suivi. Une énorme importance au niveau des copies papier, support physique. Ne venez pas, s'il vous plaît, en disant « Bonjour monsieur, merci de télécharger ma fiche technique ou mes specifications sur mon site internet et vous aurez tout. » Non, vous amenez une brochure, votre carte de visite, une brochure et s'il y a des fiches techniques, vous amenez des fiches techniques avec. Ils doivent sentir, toucher, ils doivent avoir quelque chose. C'est très tactile. Vous serez jugé sur votre réactivité. Ils vont vous demander « Bonjour, on a discuté, merci de m'envoyer le prix, merci de m'envoyer peu importe, des échantillons. » Le soir, ils vont vous demander « Où sont mes échantillons? Où est le prix ?» Le lendemain matin, où sont les échantillons? Où est le prix? Nous, si moi je vous téléphone 10 fois sur une journée, vous allez dire « Il est extrêmement grossier. Je ne l'ai pas répondu, je vais le rappeler. » Ici, ce n'est pas du tout comme ça. Téléphoner. Pour ceux qui sont venus ici, vous allez vous rendre compte que, vous savez, mais les autres vont s'en rendre compte, ils ont 2 ou 3 téléphones portables. Et donc, sur chacun, ils ont WhatsApp, qui marche très bien, on en reviendra après là-dessus. Donc, le téléphone, quand vous serez en rendez-vous, n'arrête pas de sonner. Et là, vous allez comprendre que peut-être que vous, quand vous étiez en France, vous essayez de l'appeler, il était en rendez-vous, parce qu'ils ont beaucoup de rendez-vous, beaucoup de réunions, beaucoup de rassemblements. Et donc, vous comprenez qu'ils ne peuvent pas retéléphoner à tous ceux qui les ont appelés pendant l'heure de rendez-vous que vous aviez avec eux. Donc, insistez. Un niveau d'anglais peut être parfois assez limité, certainement dans l'agroalimentaire. C'est pour ça qu'on a voulu mentionner cela. Moi, je ne parlais pas arabe, je commence à suivre des cours parce que je me rends compte qu'il y a des endroits où je vais où il y a vraiment un manque de connaissances d'anglais et en connaissant l'arabe, vous pouvez vraiment avoir une réelle plus-value. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, l'anglais suffit largement. Une pénurie de manœuvres qualifiées, vous vous en rendrez compte. Il y a des gens avec qui vous allez parler, vous allez vous demander ce qu'ils faisaient avant de faire ce métier parce que vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas ou qui n'ont pas la formation adéquate. Maintenant, de plus en plus, ils sont en train d'attirer les cerveaux, comme on dit ici ou même chez nous en Europe, dans leur marché. Et donc, ça commence vraiment à avoir un très bon futur. Une perception du temps et des délais extrêmement différents. Donc, c'est le Inch'Allah dont on discutera un peu plus tard. Eux, quand ils ont besoin de quelque chose de votre part, ça doit être hier. Et quand vous avez besoin de quelque chose de leur part, ce sera Inch'Allah demain. On en reviendra un peu plus tard. Donc, les techniques de négociation. Je vous expliquais tout à l'heure un rendez-vous type. Je remets certains points ici, notamment la fierté culturelle, on en a discuté. S'il vous plaît, prévoyez une marge de manœuvre. Il n'y a jamais, le prix que vous mettez sur la table ne sera jamais le prix final. Hein. Donc, nous, de temps en temps, on a des clients qui disent « Non, on ne négocie pas, c'est comme ça, ça ne marchera pas. » Ils ont besoin d'avoir l'impression de gagner. Et c'est pour tout. S'ils vont au souk, comme vous connaissez, ils ne vont jamais acheter un prix. Ils ont besoin de négocier. Donc, prévoyez quelques pourcentages dans votre prix pour pouvoir négocier avec eux. Utilisez votre image française, s'il vous plaît. Le Made in France, ça joue. C'est super important. Ils seront fiers de dire une société française de Paris est intéressée par mon activité et veut que moi, je le représente. Honnêtement, peut-être pour vous, ça paraît illusoire, mais c'est réellement important. S'il vous plaît, faites-le. Ne soyez surtout pas déstabilisé par l'audace de votre interlocuteur. Donc, on a négocié un prix, ok, c'est le prix, et puis vous envoyez la facture ou la proforma, ils doivent le signer, vous recevez un petit message en disant oui, 1%, 2%, fais quelque chose, juste peu importe, fais quelque chose. Et vous avez passé 2 semaines de négociation avec eux, et juste avant de signer, encore. Et
honnêtement, ça marche parce qu'il y a des gens qui sont tellement fatigués d'avoir négocié qu'ils disent « Ok, c'est bon ». Donc, c'est une technique qu'ils utilisent beaucoup. Vous devez détecter les marques d'intérêt. Ils ne vont pas vous envoyer ou très peu d'emails. Si vous recevez une réponse rapide à une demande, comprenez qu'il a besoin et envie de vous. Vous devez ressentir cela. C'est vraiment détecter. Je pense que c'est le terme juste. Soyez patient et persévérant. Le business est là. Vraiment, je vous garantis, le business, il est ici. Il y a des sociétés du monde qui viennent pour faire des affaires. Ça leur prend énormément de temps, mais une fois que la machine est mise en place, je vous garantis que le business est récurrent. Et la beauté, c'est que vous créez un lien très fort, très étroit avec votre partenaire. C'est vraiment très positif sur plusieurs aspects. WhatsApp, s'il vous plaît, je pense que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous téléchargez cette application maintenant. Tout se fait par WhatsApp. La commande, la photo des échantillons qu'on a reçus, vos concurrents sur place, tout. Quand j'étais en Europe, quand je vivais en Belgique, le dimanche matin, quand je me réveillais, je prenais mon café, je me mettais dans le divan et j'allumais WhatsApp et j'envoyais quelques messages. Ça peut être très sympa. C'est dimanche pour toi, tu commences la semaine, moi je suis dans mon divan. Il faut que vous créez un lien. Je voudrais vous expliquer que les Émirats arabes unis et Dubaï en particulier, c'est un marché qui est ciblé par le monde entier. Peut-être que maintenant, quand je vous parle, il y a quelqu'un dans un autre pays qui est en train aussi de faire une conférence sur les Émirats. Il y a maintenant l'Expo universelle qui arrive. On a 180 pays qui vont être représentés. Ces 180 pays ont tous des délégations de 10, 15, 20 sociétés qui vont venir sur les Émirats et qui vont vouloir rencontrer votre même interlocuteur pour pouvoir lui vendre le même produit. Donc, qu'est-ce qui va changer? C'est, je pense, on espère, les petites astuces qu'on est en train de mettre en place, de vous expliquer pour le moment. Donc, WhatsApp, s'il vous plaît. Trouvez le bon partenaire. Ok, super, vous allez me dire, c'est justement pour ça qu'on a le webinaire aujourd'hui, c'est pour le comprendre. Mais est-ce que vous avez besoin d'un agent, quelqu'un qui va vous apporter du business et vous allez gérer tout? Ou est-ce que vous avez besoin d'un distributeur, quelqu'un qui va acheter vos produits, les stocker et les distribuer sur le marché? C'est très, très important de bien comprendre ça. La patience, j'espère que vous l'aurez noté également, il faut être patient. C'est un marché de réseautage, c'est un marché de réputation. Vous connaissez tous les idées reçues ici, c'est un marché où tout le monde se connaît, où tout le monde se parle, le téléphone arabe, c'est super connu. C'est réellement vrai. Vous allez aller à Dubaï, vous allez rencontrer, ou en Arabie Saoudite, vous allez voir 10 sociétés, 8 sociétés sur les 4 jours ou 5 jours que vous allez rester. Ces sociétés se connaissent, elles savent. Nous, ce qu'on fait très simplement pour la due diligence à côté, à partir du moment où notre client dit « moi, je pense qu'avec ces 2-3 partenaires, je me sens vraiment bien, mais par contre, lequel choisir ?» On demande aux autres qu'on a rencontrés de manière assez ouverte « que pensez-vous de ces sociétés ?» Et vous allez être surpris de voir qu'entre concurrents, ils ne se tirent pas dans les pattes, mais au contraire, ils donnent des idées. Et des fois, vous aurez des idées que vous ne pourriez pas, vous aurez des informations qu'il est très difficile de comprendre. Je pense qu'il y a eu des problèmes avec ces camions de livraison. Ici, il n'a pas su payer le dernier. Ou il y a eu un problème en douane. Il n'a pas su payer le conteneur qui arrivait du Brésil. Et la société brésilienne a commencé à regarder un autre distributeur qui pourrait aller chercher le conteneur dans le port. Donc, tout ça, ce sont des informations très, très importantes. Donc, faites votre due diligence. Pas besoin de demander à des Big Four pour 150 000 € de vous faire une étude très détaillée. Demandez aux personnes sur le marché et vous aurez des informations importantes. Voyagez régulièrement. Limitez les emails, s'il vous plaît. Un bel email, 35 lignes, qui est très, très bien écrit et vous avez vraiment passé du temps, malheureusement pour vous, il ne sera pas lu. Ou il y a très peu de chance. Si tu veux vraiment me parler, si tu as besoin, prends l'avion, viens me voir et discute. Si vous voulez maintenant cibler, on va vous donner une liste, quelqu'un va vous transmettre une liste de 8 partenaires qui sont potentiellement intéressants pour vous et vous allez envoyer un très bel email. Il y a
la probabilité est assez minime d'avoir un retour. Le face-à-face, s'il vous plaît, voyagez, allez les rencontrer, asseyez-vous avec eux. C'est comme ça que ça va fonctionner. Juste un petit exemple, on a un client belge qui est dans l'agroalimentaire, son plus gros marché, l'Arabie Saoudite. Après 1 an de discussion avec le partenaire sur comment développer, comment augmenter notre business, à faire des très belles conférences Zoom, à faire des très belles discussions par téléphone, des messages WhatsApp, tout ce que vous voulez, il n'a jamais daigné signer le contrat. Lorsque j'ai pris l'avion ici, jusqu'à Jeddah, je suis arrivé à Jeddah, je me suis assis, on a passé 3 heures, et quand je suis arrivé, il avait le proforma qui était sur son bureau. Et après les 3 heures, il l'a signé. Donc, je lui ai demandé, est-ce que tu peux juste m'expliquer pourquoi ne pas l'avoir fait il y a 6 mois, me le scanner, me l'envoyer, ou peu importe. Non, il avait besoin de voir, ils ont besoin de ressentir quelque chose. Ça reste très difficile pour eux de faire tout en ligne. Gagner leur confiance, j'espère qu'on vous aura donné quelques informations intéressantes. Voyagez souvent, ayez un titre, on en a discuté. Alors, souvent, on a cette question de sociétés exportatrices qui demandent, oui, mais on me parle de ces marchés, qu'est-ce que je peux dire? De quoi est-ce qu'on peut parler? La culture, et la vôtre, la leur, les traditions locales, les traditions que vous avez aussi chez vous, c'est très, très important. Ça va nouer des liens. Votre famille, vous avez des enfants magnifiques, vous avez une femme, un mari, vous êtes très intéressé, vous les adorez, vous avez envie de partager ça, ils vont le ressentir. Ils vont ressentir les choses. Ils adorent les gens qui sont très liés à la famille également. L'histoire du pays, on en a discuté. Les célébrations religieuses. Bon, s'il vous plaît, ne rentrez pas trop là-dedans parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je ne suis toujours pas non plus, à part Ramadan et les Eid, le reste, il y a beaucoup de célébrations, vous verrez. La cuisine locale, beaucoup de nourriture libanaise, entre autres, et votre vie en Europe. Parce que si vous êtes intrigué par la façon dont eux, ils vivent, ils pourraient également l'être sur la façon dont nous, on vit. Donc ça, c'est important. Vous verrez, vous aurez des questions assez détaillées à ce sujet-là. Attention, juste, il y a certains points où nous pensons qu'il est mieux de ne pas rentrer sur ces sujets. Les conflits dans les pays arabes, vous avez tous vu ce qui se passe dans la zone Moyen-Orient depuis quelques années. Ils vont vous en parler, ils vont en discuter, mais tous ont une façon de vous l'expliquer différente. Donc, vous allez rencontrer un Syrien le mercredi soir qui va vous dire oui, mais ça, c'est mon point de vue. Le lendemain matin, vous avez rendez-vous avec un autre Syrien qui vous raconte l'inverse et qui vous dit que celui que vous avez vu avant, il ne connaît rien. Donc, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement difficile et c'est mieux, je pense, d'écouter, de donner d'en parler, mais pas d'être très sectaire. Le terrorisme. Ok, je sais que c'est un sujet très à la une, malheureusement, en Europe. Et ici, ça les affecte. Vous le verrez. Ça les affecte. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas dans leurs valeurs du tout. Donc, écoutez ce qu'ils ont à dire. Essayez, s'il vous plaît, de ne pas faire un amalgame. Les dirigeants des pays. Vous aimez bien Bachar el-Assad, vous n'aimez pas Mohamed bin Salman, vous aimez bien le Cheikh Ahmed Maktoum, vous n'aimez pas, peu importe, ça reste leurs dirigeants et ils ont un lien avec eux. Okay? Si eux ne les aiment pas, il y a fort à parier qu'ils ne vous diront jamais très clairement il est mauvais. Ils sont encore dans cette peur, peut-être des fois, de parler de leurs dirigeants de manière négative. La politique américaine, la politique israélienne, vous avez tous vu que l'Israël maintenant est renoué des liens, noué des liens en fait, avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn, il y a plusieurs pays qui sont en train de suivre ça. La politique américaine reste quand même une politique qui prête à des conflits dans la région ici, donc c'est quelque chose qui est assez touchy. Votre vie privée, n'allez pas trop loin non plus là-dedans et certainement ne leur demandez pas trop d'informations sur leur vie privée. Des enfants, tout ce que vous voulez, c'est très bien, mais il y a un moment où il faut quand même garder une certaine distance. Et les valeurs de l'islam, on en a parlé, donc c'est vraiment important. Comprendre la notion d'Inch'Allah. Et j'écoute. Je voudrais vraiment… oui, bonjour, Madame Deret. Je voudrais vraiment
passer… Alors, excusez-nous, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. On est en train d'entendre une conversation. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper vos micros? Couper, Carole. Ah, merci. Donc, le comprendre le Inch'Allah, la notion de Inch'Allah, c'est très très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu le veut, vous l'aurez à toutes les sauces. Est-ce que tu es intéressé par mon produit? Inch'Allah. Est-ce qu'on se voit ce soir? Inch'Allah. Est-ce que tu as reçu, est-ce que tu m'enverras alors les informations? Inch'Allah. Ça, ce sera toujours la réponse que vous recevrez. Comprenez-le. Très facile apparemment pour vous, mesdames, puisque vous avez un sixième sens que nous n'avons pas. Mais je pense qu'il est temps aussi pour nous maintenant, si vous voulez vous développer ici, de comprendre la signification. Si vous recevez 4 fois d'affilée le Inch'Allah, est-ce qu'on va faire des affaires ensemble? Comprenez qu'ils sont très difficile ici de dire non. Donc, ce sera une façon pour vous de le comprendre. L'humour, moi, je l'utilise vraiment fortement. Le Inch'Allah, quand il me pose des questions ou quand la fin de la discussion et qu'on est d'accord sur quelque chose et ils me disent donc on fait comme ça, j'ai dit Inch'Allah, ça les fait rire. Et encore une fois, ça permet de continuer cette idée de confiance et de créer un lien intéressant et important avec eux. Ça permet aussi, malheureusement, pour eux, ils se cachent derrière le Inch'Allah pour expliquer un processus de décision très lent. Donc, Inch'Allah, demain, j'ai un rendez-vous, on en parlera. Et puis, le Inch'Allah, il n'y a pas eu le rendez-vous. Ce sera Inch'Allah la semaine prochaine. Ce n'est pas de sa faute. C'est Inch'Allah, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a décidé que le rendez-vous n'avait pas lieu ou qu'il ne pouvait pas vous acheter maintenant. Mais je voudrais vous dire que, Inch'Allah ou pas Inch'Allah, quand vous avez une main serrée, une poignée de main, et vous verrez, il y a souvent des accolades, malgré le Covid, voilà, ça doit revenir pour eux. Vous verrez que vous allez ressentir que les affaires se feront, et ce sont des gens de confiance. Comprenez aussi, s'il vous plaît, qu'il y a une différence culturelle. Nous lisons de gauche à droite. J'étais dans le désert, très fatigué, j'ai bu ce délicieux breuvage et hop, je suis reparti de plus belle. Eux lisent de droite à gauche. Donc, j'étais très bien, j'avais une superbe foulée, j'ai bu ce breuvage, boum, je n'avance plus maintenant. Donc, c'est très important de comprendre que votre marketing en France peut peut-être ne pas être un marketing qui fonctionne ici. Trouver le bon partenaire, je voudrais juste résumer à nouveau. Est-ce que vous voulez un agent? Est-ce que vous voulez un distributeur? S'il vous plaît, soyez patient. Comprenez que c'est un marché de réseau, tout le monde se connaît. S'il vous plaît, faites votre recherche. S'il vous plaît, ne faites pas trop d'emails. Voyagez. S'il vous plaît, ayez un titre parce que la contrepartie que vous allez rencontrer aura le même titre que vous. Et donc, si vous êtes CEO, vous allez rencontrer le pouvoir décisionnel directement. Le halal, je pense qu'on ne pouvait pas faire une conférence ou un webinaire aujourd'hui sur l'agroalimentaire sans parler, ou même la cosmétique, du halal ou haram. Donc, halal, c'est le mot arabe qui signifie c'est autorisé, c'est licite, la loi islamique est OK. Pour certains produits, il est exigé aux Émirats, d'ailleurs dans l'ensemble des pays du Golfe Persique. Néanmoins, si vous êtes des biscuits, des légumes, il se pourrait que la douane vous le demande, il se pourrait, mais ça reste encore flou pour le moment aux Émirats ou en Arabie Saoudite, une harmonisation de qui sont les certificateurs halal par pays qui sont obligatoires. Ils ont une liste, il y en a 3 ou 4 pris pour la France. Néanmoins, on a encore des clients qui fournissent d'autres certificats halal et on n'a pas de difficulté au niveau de la douane. Et halal, haram, pardon, est le mot arabe qui signifie c'est interdit, c'est illicite. Les boissons alcoolisées, le porc et les produits à base de porc, mais ça peut être de la gélatine de porc qui est utilisée dans votre fabrication, c'est très important. Il y avait les bonbons Haribo, je pense qu'il y avait des problèmes à ce sujet. Les viandes et les volailles non certifiées, tout produit qui contienne de l'alcool ou des graisses animales et certains additifs. Okay, les principaux retailers aux Émirats Arabes Unis. Vous avez Carrefour. Ils ont une série d'hyper et de supermarchés. Ils ont racheté une enseigne qui s'appelle Danube. Je crois qu'ils ont repris 40 enseignes avec ça. Donc, ils sont vraiment, vraiment bien implantés. Vous avez Spinneys, avec un nombre assez intéressant. Lulu, je vais l'appeler le mastodonte des pays du Golfe Persique. Il est partout. C'est très, très gros. Les Union Cops, donc il y a beaucoup de Union Cops, ils appellent ça. Ce sont des hypermarchés, des supermarchés ou des grocery stores.
et Scholl-Trams, qui a une quarantaine de supermarchés. Très intéressant en France, on travaille avec Carrefour, évidemment, Émirats Arabes Unis, leur siège est à Dubaï et ils ont eu la bonne idée depuis quelques années de faire venir beaucoup de Français depuis leur siège à Paris qui s'occupent de la franchise. Et donc, ils développent, qui s'occupent de la franchise, qui développent le private label. Et donc maintenant, il y a quelques années, vous n'aviez pas des produits Carrefour ici, comme vous l'avez en France ou en Europe, mais ici, ils ont vraiment fait venir pas mal de personnes pour vraiment lancer ce concept. Donc, ils sont à la recherche. On travaille pour quelques clients, on fait des produits ici Carrefour. Ils ne sont pas toujours faciles pour ceux qui ont des expériences avec eux, mais bon, on survit. Les principaux retailers en Arabie Saoudite. Carrefour est présent, mais assez petit pour le moment. Panda, très, très, très présent. Ils ont des hypermarchés, des supermarchés. Lulu, Danube, Al-Othaim, très, très connu là-bas. Tamimi, mais aussi vous pouvez trouver, vous avez des petits supermarchés qui sont dans toutes les pompes à essence. Par exemple, Sahel, il y a 270 à travers l'Arabie Saoudite, ou Sasco, qui est assez connu, il y en a 219. Donc voilà, ce sont les enseignes principales qu'il est bon de contacter, soit directement, mais la plupart, hormis Carrefour, vont vous demander d'avoir un distributeur local, un partenaire. Vous allez devoir d'abord trouver un partenaire qui, lui, va aller rencontrer Lulu, Panda, Danube pour lui présenter votre produit en disant « Voilà, je suis référencé chez toi comme fournisseur, j'ai ce nouveau produit, je sais que tu les as rencontrés, que tu es intéressé, tu peux passer par moi. » Et ça les rassure en cas de problème de non-livraison ou peu importe, vous envoyez une marchandise qui n'était pas demandée ou qui n'était pas conforme, ils savent qu'ils peuvent directement se retourner sur quelqu'un de leur pays avec les lois de leur pays. Donc, c'est bien d'aller les voir, ce qu'on fait avec nos clients, mais c'est surtout très, très bien d'avoir un distributeur en premier lieu qui va faire le suivi. Je voulais vous donner quelques exemples de distributeurs, en fait, aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Ce sont des distributeurs, à l'inverse des retailers dont on a discuté avant, qui, eux, vont acheter votre produit et vont aller rencontrer les retailers, mais également les hôtels, les restaurants, les sociétés de catering. Donc, vous avez Troubel, j'en ai oublié un L, Safco, Baker Moebi, Lifco, Greenhouse. Je pense que vous connaissez, pour ceux qui ont été, ce sont des sociétés majeures qui travaillent aussi avec pas mal d'Européens, peut-être pas Troubel ou Safco, mais qui travaillent aussi pas mal avec des Européens. Donc, ça facilite aussi les discussions. En Arabie Saoudite, vous avez Transmed qui est présent aux Émirats aussi, Sunbula, Mastodon qui est vraiment partout. Multibrands, une très, très, très belle société qui représente des grosses marques connues. Binzager, qui fait McCain, Lamb Weston, je ne sais plus. Donc, ce sont des grosses sociétés avec des gros mastodontes, comme on dit, et Gulf Central. Maintenant, quelle organisation pour exporter aux Émirats Arabes Unis? Je pense que je laisse la place à Arnaud. Oui, c'est ça. Tu me laisses combien de temps encore, Carole? Attends, je reprends le micro. Normalement, on aurait dû terminer à 11 h, donc je crois qu'on est trop loin. Julien, tu peux reprendre. Julien, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 11h15, 11h20? Est-ce que ça pose un problème? Tu me prends… Mais non, pas de souci pour moi. Pas de souci, tu me passeras la main si jamais… OK? Oui. OK, super. Donc, allez. Je peux aller relativement vite. Donc, je vais vous présenter… Vous m'entendez là? Oui. Donc, je vais vous présenter les slides qui concernent, donc, c'est à l'issue d'un échange avec Carole qu'on est convenu de présenter ça. Donc, c'est une activité que je développe dans le cadre de mon entreprise en collaboration donc, avec LD Export. Donc là, on va parler de flux logistiques et d'activités de grand export, à l'opposé ou à contrario, on parlerait d'échanges avec l'Union européenne. Là, on est en train de passer des frontières. Donc, c'est pour ça que je voulais rappeler quelques basiques. Alors, je prie de ceux qui sont déjà très habitués au grand export de m'excuser. C'est plus davantage orienté vers ceux qui n'ont pas encore pratiqué. Donc, vous, à dire de la fête, vous êtes des producteurs. Donc, en tant que producteur, vous allez être, dans la majorité des cas, et je présente le schéma général, vous allez être des exportateurs. Donc, vous allez être la personne qui va sortir et prendre la responsabilité de sortir le produit du territoire national, du territoire français.
Pour ça, vous allez devoir suivre une procédure export. La procédure export, ça comprend la collecte d'un certain nombre de documents, j'y viendrai après, et ça concerne une déclaration en douane, puisque vous devez déclarer l'ensemble des marchandises que vous sortez du territoire auprès de la douane française. Pour cette activité, vous avez besoin impérativement d'un commissionnaire de transport. Donc, le rôle du commissionnaire de transport, c'est de discuter avec la compagnie aérienne ou de discuter avec la compagnie maritime en fonction du schéma de transport que vous allez adopter. C'est alors, souvent, ils agrègent un mandataire en douane, enfin un déclarant en douane qui va faire la déclaration en douane pour votre compte. Ils peuvent même avoir des services supplémentaires. Si ça vous intéresse, a posteriori, je pourrais vous donner les coordonnées de certains, mais ils sont globalement connus. Donc, vous, dans la majorité des cas, vous serez un exportateur. En fonction de ce que vous dira votre distributeur, soit vous allez faire, et c'est ce qu'on a dit préalablement dans un des slides, mais on n'a pas développé, soit vous allez faire du FCA, l'ancien Free on Board, donc je ne vais pas vous assommer avec ça, donc vous allez livrer le produit au commissionnaire de transport de votre distributeur qui va organiser le transport, et le transfert de responsabilité se fera au port de départ ou à l'aéroport de départ, pour simplifier encore une fois. Soit vous allez faire du CIF, et là, du CIP, pardon, c'est l'ancien, plus ou moins l'ancien CIP, peu importe. Et donc là, vous allez aller au port d'arrivée ou à l'aéroport d'arrivée. Donc, et ça vous permet d'avoir la meilleure maîtrise de votre produit jusqu'au bout, jusqu'au plus loin possible. Et c'est un peu un conseil que je vous donne si vous pouvez, il y a plein de contraintes et on le verra juste après, d'aller le plus loin possible en responsabilité, parce que c'est ce qui vous donne la garantie que votre produit il est bien traité. CIP, c'est l'ancien quoi? Vous n'avez pas dit, mais ça m'intéressait. CIP, c'est Cost Insurance Paid. Donc, je ne sais plus, c'est Cost Insurance. Donc, ça veut dire que vous payez le transport, vous payez Cost Insurance, et vous payez l'assurance jusqu'au port d'arrivée, d'accord, jusqu'au débarquement. Et c'est l'ancien, je suis en train de mélanger entre les Incoterms 2021 et ceux d'avant, donc on en reparlera après si vous voulez bien, parce que là c'est la colle. Mais c'est Cost Insurance Pay, donc c'est le nouveau terme en gros. Donc le produit va arriver au port de destination. Votre client, ce sera pour l'essentiel un importateur. On a vu, ça pourrait être un retailer, donc un grand distributeur, mais dans l'essentiel des cas, c'est un importateur. L'importateur, lui, son rôle, c'est la première mise sur le marché du pays de destination, donc en l'occurrence les Émirats. Donc, il prend la responsabilité de rentrer le produit dans ce pays. Donc, lui, il va être obligé d'appliquer une procédure import. Donc, la procédure import, c'est de collecter la documentation qu'a suivi votre marchandise, votre cargaison, et c'est d'aller voir la douane locale pour lui dire voilà ce qu'on rentre dans le pays. Donc, éventuellement, donc là, il peut y avoir des inspections sanitaires, enfin, il y a des inspections sanitaires pour la majorité des produits, ou une inspection du produit, pas nécessairement sanitaire. Et ensuite, il y a des droits de douane à payer. Donc, et là, pour ça, lui, il n'a pas besoin d'un commissionnaire de transport pour cette activité-là. Il va avoir besoin de ce qu'on appelle un clearing agent. Donc, c'est un agent, c'est un mandataire de douane, si vous voulez. C'est la même chose. D'accord? Donc, c'est pour simplifier. Après, vous risquez d'entendre parler de différentes activités. Donc, dans les activités, par exemple, aéroportuaires, vous avez les aéroports ont par exemple ce qu'on appelle des handling agents, c'est-à-dire des gens qui vont débarquer les produits des avions, qui vont les stocker dans les stockages réfrigérés, en particulier dans ces pays, ça a beaucoup d'importance, de l'aéroport. Et donc là, je vous le dis parce que vous pourrez dire, ouais, mais alors c'est en gros, enfin, c'est le handling agent qui a encore merdé, etc. Donc là, c'est toute une série d'activités que vous allez entendre. Le distributeur va se charger de l'acheminement vers ces lieux de transport et distribuera ensuite aux grands distributeurs ou aux activités de food service, donc hôtel, restaurant, lui-même directement. Donc voilà, donc ça c'est un schéma général, je dirais qu'il s'applique à Dubaï, il s'applique aux Émirats, pardon, ou à Abu Dhabi, mais il s'applique également à Singapour, à Hong Kong, etc. Donc c'est un schéma relativement général. La particularité, c'est justement de passer par un distributeur.
Alors, on peut passer au slide suivant, François-Xavier. Donc là, documentation export. Alors, je ne veux pas vous saouler, mais globalement, ça, si véritablement il faut avoir intégré cette information en anglais. Donc, packing list, une liste des produits qui constituent la cargaison, la facture, le certificat sanitaire. Il y a une différence entre produit denrée animale ou d'origine animale, le certificat d'origine qui est en général distribué par les chambres de commerce. Bill of lading, c'est la lettre de voiture, en gros, c'est l'équivalent de la lettre de voiture qui accompagne votre marchandise, et le certificat halal, donc pour les marchandises auxquelles c'est applicable. Donc voilà. Alors ensuite, moi, ce que je conseille souvent, c'est de faire son propre, alors pour les primo-exportateurs… J'ai une question sur le Health Certificate. Moi, je passe par le Certex, par les douanes, et en cochant certaines cases, ça remplace le Health Certificate. D'accord. Sur quel type de produit, pardon? Certex, ça s'appelle Télécertex. Ça se fait en ligne, c'est très pratique. On envoie les pièces jointes et la douane renvoie le document avec un QR code. D'accord. Vous avez quel type de produit? Produit alimentaire, mais vegan, donc je n'ai pas halal pour le coup, je n'ai pas besoin d'halal. Je propose qu'on pose les questions après parce qu'on est vraiment en retard. Je vois qu'il y a des PME qui sont en train… Merci. Donc moi, mais ça, c'est une bonne remarque. Donc, ce que je propose à mes clients, c'est de faire une sorte d'auto-diagnostic export, parce qu'il y a de multiples questions à se poser et auxquelles, alors, moi, dans mon passé de professionnel, j'ai surtout fait du troubleshooting, c'est-à-dire tous les matins, je me levais avec un problème pour une destination. Donc, je ne suis pas particulièrement paranoïaque, mais c'est des questions qu'il vaut mieux se poser avant qu'une fois qu'elles arrivent et de les solutionner avant qu'elles arrivent. Ce que j'ai fait pendant plusieurs années, parce que j'ai aussi exporté des homards depuis Boston pendant 3 ans. Donc ça fait partie de la vie de l'export, notamment de l'export aérien. Donc la question qu'il faut se poser, notamment particulièrement dans le cas de Dubaï, par exemple, ce sont juste des exemples et je vais aller vite. Est-ce que je suis capable d'étiqueter ou réétiqueter mes produits en arabe? Donc, étiqueter ou réétiqueter, ce n'est pas la même chose. Et il faut un traducteur parce que vous ne pourrez pas faire appel aux gens qui pensent parler arabe en France et qui, en fait, c'est comme si demain vous parlez français, vous n'êtes pas capable vaguement, enfin c'est mon cas, je parle vaguement français, je ne suis pas nécessairement capable de faire une étiquette. Enfin, bon, ça a été une partie de mon métier, mais bon, on n'en parle pas. Donc, quels certificats halal sont acceptés par les autorités émiraties? Et ça, ce qui est important et ce qu'on dit et répète, il est important d'avoir un distributeur, quelqu'un sur place qui va vous dire c'est ça qu'il faut. Parce que lui, il va voir la douane tous les jours, il va voir les services d'inspection et il va vous dire ça, il l'accepte. Parce qu'on a beau avoir des dispositifs de veille, etc., depuis l'Europe, et rien ne vaut quelqu'un sur place qui vous dit oui, tu peux y aller avec ça. Donc ensuite, quel modèle de certificat sanitaire? Bon, tout le monde connaît Expadon. Vous pouvez avoir une information sur Expadon. Ça vaut le coup de le vérifier éventuellement avec vos services vétérinaires locaux ou avec les services avec les services d'inspection. Donc même chose à destination. Donc après, des questions basiques. Est-ce que je suis capable de parler l'anglais? Est-ce que je suis capable de faire de la documentation en anglais, notamment une facture? Est-ce que, alors important, est-ce que mon certificat sanitaire, si je dois en faire un, est-ce que je suis capable de faire localement? Si je suis dans les Monts du Lyonnais ou dans le Jura, est-ce que je suis capable de descendre? Alors, théoriquement, il y a 2 jours d'émission où vous devez conserver le produit entre le dépôt du certificat sanitaire et sa signature par les services officiels. Et pendant ces 2 jours, les produits sont susceptibles d'être inspectés. La seule exception, c'est Rungis. Donc ça, c'est des éléments dans votre chaîne, supply chain, qu'il faut calculer quand même, parce que sur des produits à durée de vie très courte, vous pouvez avoir un souci. Quel sera important aussi la durée de vie résiduelle de vos produits à réception? Donc moi, j'ai vraiment été très marqué par les produits frais. Vous expédiez un produit à destination, le distributeur, il va lui laisser combien de temps pour le distribuer? Parce que ça fait partie des produits, bon, que les questions, il va se les poser aussi. J'ai quoi comme solution de transport? Est-ce que je fais de l'aérien? Est-ce que je fais du maritime? Quel volume minimal représentera un départ? Donc ça, vous allez en dessous de 100 kg, on oublie l'aérien. Ça coûte une fortune, c'est du FedEx. C'est comme si vous avez un colis à votre famille. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, soit vous arrivez à consolider avec quelqu'un d'autre via votre distributeur, soit vous trouvez autre chose. Ou alors, vous êtes accepté de payer un premium, enfin, de payer un coût très, très conséquent sur vos produits. Exemple, quand vous envoyez les échantillons, pour info. Donc, ça, c'est des éléments à avoir dans l'économie globale de votre système.
Alors après, il y a d'autres questions comme est-ce que je dois assurer mon fret? Est-ce que je me prémunis? Donc ça, c'est l'histoire des incoterms. Comment me prémunir contre un non-paiement? Bon, là, il y a des systèmes assurantiels. Donc, est-ce que je suis capable d'être payé en dollars US? Bon, voilà. Donc ça, et ça, où que vous soyez, y compris en pleine Île-de-France, vous pouvez poser la question à votre agence bancaire, savoir si elle est capable de payer en dollars à des conditions correctes, hein, parce qu'ils sont capables de le faire tous plus ou moins, mais pas à des conditions correctes. Donc voilà, c'est quelques éléments. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est peut-être trop basique pour certains ou trop détaillé pour d'autres. Et donc, on peut continuer, François-Xavier, sur nos packages. Parfait. Il reste juste deux, trois petits slides. Donc, évidemment, nous, le service qu'on offre depuis 15 ans, en fait, il y a 3 types d'offres. Je vais juste les parcourir assez rapidement. Donc, c'est la société qui dit moi, je ne suis même pas certain que j'ai du potentiel sur le marché. Je ne suis pas certain que les concurrents ne sont pas beaucoup moins chers, trop bien implantés. Je ne sais pas du tout comment je peux démarcher, qui serait éventuellement intéressé par nous. Donc ça, on fait une étude pratico-pratique. C'est vraiment, on ne va jamais faire 65 pages de rapport. La solution numéro 2, c'est les sociétés qui disent, moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est, je sais que vous travaillez avec 3000 distributeurs actifs, dont 450 dans l'agroalimentaire sur l'ensemble des pays du Golfe Persique. Est-ce qu'on peut aller les rencontrer? L'option numéro 3, évidemment, est plus dedans, mais l'idée, c'est vous me mettez à la table de la contrepartie idéale, on fait un voyage ensemble, moi je les rencontre et j'évalue par moi-même. Donc je pense que c'est un gain de temps pour tout le monde. Et l'option numéro 1 qui marche de plus en plus maintenant, puisque malheureusement pour le Covid, mais ici on peut voyager d'un pays à l'autre, pour la plupart, c'est vraiment la société qui dit, moi, je voudrais que vous vous occupiez de tout l'export pour nous, c'est-à-dire vous devenez notre responsable export sur la zone et on a une personne ici en interne qui prend la casquette de responsable de Middle East Export Manager et qui va rencontrer les différents distributeurs, sélectionner les meilleurs partenaires et certainement s'assurer qu'un chiffre d'affaires par pays soit suivi, soit réalisé avec nos partenaires trouvés ici sur place. Donc voilà. Vous aurez les slides, donc vous verrez quelques-unes de mes références. Il y a tout sur les sites internet au niveau agroalimentaire également. N'hésitez pas à contacter Arnaud, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. On espère réellement qu'on va pouvoir offrir nos services à une bonne partie du réseau français pour pouvoir vous aider à exporter. Je vous remercie pour l'écoute. Peut-être un peu trop long, mais j'aurais pu faire ça en 2h30 parce que c'est un marché qui nous passionne. On a beaucoup d'informations à partager. J'ai reçu un petit message d'Arnaud pendant la présentation en me disant « Fais un peu plus vite, s'il te plaît ». Donc, j'ai essayé d'accélérer sur la fin. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour tous et bienvenue bientôt dans le Golfe Persique. Alors, on a quelques questions, effectivement. Il y a des choses dont on pourra parler pendant les commissions export, notamment au niveau des primos avec Arnaud. Si tu veux, un jour, Arnaud, on fera un petit point sur tout ce qui est expadon, etc. Parce qu'il y a, je vois qu'il y a certaines… Expadon, hein, c'est pas expadon. Oui, on a bien vu. Effectivement, le CIF existe encore sur le maritime. Et bon, comme voilà, le CIF existe, mais uniquement pour le maritime. OK. Alors, je vais poser les questions. Donc, on fera un petit point un jour avec Arnaud. Il n'y a pas de souci, on va le prévoir. Quel est le salon de référence sur la zone? Ça, c'est très intéressant. C'est Gaël Brabant, notre président de la commission export, qui nous pose cette question. Quel est le salon de référence? Gulf Food, c'est le salon international de l'agroalimentaire sur Dubaï, qui a lieu chaque année et qui, en fait, draine des gens de tout le Moyen-Orient, mais aussi de l'Afrique. Et ça vous donne une énorme porte d'entrée. Mais avoir un stand, c'est très intéressant. Par contre, il faut vous attendre à avoir, peut-être pas cette année, mais en règle normale, des centaines de personnes qui vont venir sur votre stand. C'est vraiment un salon très important. D'accord. Est-ce que vous voyez les questions qui défilent, François-Xavier et Arnaud, dans la discussion? On a entre un prix départ et un prix de vente consommateur, quel est le coefficient à peu près? Entre le prix départ? Regarde, c'est écrit. Entre un prix départ et un prix de vente consommateur, quel est le coefficient? Non, alors, là-dessus, je ne suis pas capable de vous le dire aujourd'hui parce que ça ne se calcule pas en coefficient. Il faut calculer en cumul de coûts.
parce qu'aujourd'hui, le transport a explosé. Un transport qui était à 3 € du kilo, il a pu passer à 10 € du kilo par moment en aérien, et le maritime est en train d'exploser aussi, ou a explosé aussi. Donc, il faut raisonner en cost plus pour arriver à faire un prix de revient. Et après, en fonction du prix de revient, c'est le distributeur qui va vous dire à combien il va le vendre. Et après, le retailer va vous décider, le grand distributeur va décider à combien il va le vendre. Donc moi, je peux vous dire donner des marges, mais qui aujourd'hui n'ont plus une grande valeur. Aujourd'hui, le problème, c'est le calcul du prix de revient et le calcul du prix atterri avec une variabilité énorme des coûts du transport. Donc, on ne raisonne pas en coefficient comme en France, où vous avez 1 € du kilo de plateforme à plateforme frais. Là-bas, on n'est pas du tout là-dedans. Il y a une variabilité trop importante et des coûts de transport trop importants. Ok. Y a-t-il un partenariat? Est-ce que vous sauriez répondre à cette question? Ça, c'est pour toute la communauté, entre Business France et Golfoot pour bénéficier de Chèque Export. Oui. Okay. Pour le Chèque Export, oui, mais je sais qu'eux sont présents, on est souvent en contact avec eux, donc là, il n'y a pas de problème. J'ai aussi vu une question concernant l'ambassade. Est-ce que vous avez besoin d'avoir… non. Pour le Qatar, oui. Pour la Jordanie, si vous voulez, même. Pour le Qatar, oui, ça c'est certain, mais pour les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, vous n'avez pas besoin de ce cachet très, très onéreux. OK. Le bio, est-ce qu'il y a une tendance sur le bio, sur le Golfe? Les Émirats arabes unis. Alors, aux Émirats arabes unis, c'est la tendance, puisque je vous ai expliqué, il y a 208 nationalités différentes et énormément d'expatriés qui arrivent, qui veulent faire attention à ce qu'ils mangent, qui veulent faire attention au sport. Donc, il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus. Mais par contre, ce n'est pas le marché que peut-être on a chez nous, mais qui est en train très bien de se développer. OK. Il y a juste un commentaire, ce n'est pas une question, c'est un commentaire de Patrick qui dit qu'il y a de grosses difficultés à obtenir les certificats halal qui changent dans les pays et pour certains qui sont à des tarifs excessifs. Ça, on l'avait travaillé ensemble, Arnaud, lorsqu'on était Classic Fine Food. Et voilà, ça dépend, en fait, il vaut mieux choisir dès le départ le bon, en fait. Tu peux rapidement expliquer, très rapidement, comment on fait pour prendre le bon certificateur halal? Alors, moi, très simple, vous travaillez avec un distributeur. Et ensuite, votre distributeur vous dira lequel est accepté et lesquels sont acceptés par ses interlocuteurs à son port de débarquement, que ce soit en Arabie Saoudite ou aux Émirats. Donc, il y a différentes mosquées. Moi, dans mon souvenir, je n'avais jamais de problème avec les certificats halal avec Dubaï. Donc, j'ai exporté directement qu'à Dubaï, qu'aux Émirats ou à Abu Dhabi, mais je passais soit par Dubaï, soit par Abu Dhabi et après au Sultanat d'Oman. Donc, pour moi, il y a 2 ans, ils étaient relativement souples par rapport à ça. Donc, toutes les mosquées passaient plus ou moins, que ce soit à Lyon ou d'autres, mais quand même à vérifier. Et encore une fois, j'insiste, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un en place qui vous dise oui, ça passe, d'accord? Parce que demain, ça peut changer et c'est quelque chose qui est en constante évolution. Alors, ça ne change pas tous les matins, mais ça change quand même relativement régulièrement. Je sais que Business France a fait un travail là-dessus récemment. Vous voyez, quelqu'un écrit que Dubaï, a priori, a viré la mosquée d'Evry. Donc, c'est pour ça, je ne vous dirai pas, la mosquée d'Evry, elle passait. Moi, je suis sûr d'avoir passé des produits avec la mosquée d'Evry. Aussi. Maintenant, à revérifier. Quelle est la plus-value de passer par vous, LD Export, par rapport à Team France Export pour organiser des rencontres sur place? Oui, je comprends la question, mais mon intérêt n'est pas d'expliquer Team France ce qu'ils font mieux ou moins bien. C'est plutôt de dire que ça fait 15 ans qu'on est présent sur ces marchés. On connaît les distributeurs parce qu'on les rencontre souvent, très, très, très souvent. Ils savent ce que l'on fait. Ils savent que quand on vient, on a notamment souvent des bons produits ou des bons services à leur proposer. On a une bonne relation avec eux et donc ça permet d'ouvrir des portes beaucoup plus rapidement. Voilà, nous, on met en avant notre réseau et on vous garantit de rencontrer la personne idéale pour pouvoir faire des affaires pour vous sur ces marchés. Je ne connais pas Team France, c'est certainement excellent aussi dans ce qu'ils font, mais ça, c'est ce que nous faisons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'on est 11h17, c'est super. Et en plus, il n'y a plus de questions. OK, parfait. On peut en terminer là? Allez, parfait. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci encore une fois, comme toujours, à Julien d'avoir organisé ça d'une main de maître. Merci à LD Export. Merci, vous allez recevoir la présentation. C'est pour ça que c'est toujours important que vous mettiez bien votre nom, comme il l'a dit Julien au début. Et puis, merci Arnaud, merci François.
Xavier. Et on reste en contact pour éventuellement des petites opérations s'il y a plus de demandes au niveau des PME export de la FEF lors des commissions export ou expert si un jour on veut faire un focus plus détaillé. Merci à tous. Merci beaucoup à tous, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci.